Alors on se retrouve après cette agréable pause pour deux moments différents. On va parler de déontologie de la profession et puis on va remettre le prix de l'ordre. Alors vous savez que l'une des prérogatives des ordres professionnels, c'est d'exercer la justice par les pairs. Alors justement, comment s'est passée l'année écoulée dans ce domaine? On va faire un tour d'horizon de la jurisprudence avec la directrice des affaires juridiques et de l'ordre, Madame Catherine Dumont. Vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous. On m'a demandé de vous présenter ce matin l'ensemble des décisions qui ont été rendues en 2024 par les chambres de discipline de l'Ordre des pharmaciens. C'est une tâche un peu compliquée parce qu'on m'a demandé de résumer quasiment 400 décisions en 45 minutes. Mais grâce à Paul, qui nous a parfaitement bien préparé à l'exercice, on va essayer de relever le défi ce matin. Donc, tout d'abord, ce contentieux disciplinaire, c'est quelque chose de très particulier. C'est un contentieux également très riche qui donne lieu à des décisions très spécifiques. Et elles sont spécifiques car elles émanent de tribunaux particuliers. En effet, chacun sait que le pharmacien, membre d'une profession réglementée, peut être sanctionné par son ordre en cas de manquement au respect de la profession. Mais concrètement, on peut se demander comment l'ordre exerce-t-il cette mission. Pour ce faire, cette mission disciplinaire, elle a été confiée à des chambres de discipline instaurées au sein des ordres de santé, au sein d'ailleurs de tous les ordres professionnels. Il s'agit de juridictions qui sont particulières car elles sont composées de pharmaciens en exercice, qui sont des conseillers élus par leurs confrères, et elles sont présidées par des magistrats professionnels. C'est pourquoi, lorsque l'on parle de juge professionnel, je vous demanderai de garder à l'esprit qu'il s'agit bien d'une juridiction spécialisée, une juridiction collégiale, qui est soumise aux mêmes règles qu'un tribunal administratif. Les chambres de discipline des conseils régionaux, des conseils centraux, rendent donc des décisions de justice qui peuvent faire l'objet également d'un appel devant la chambre de discipline du Conseil national. Les décisions de cette chambre nationale peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Les pharmaciens qui siègent au sein de ces juridictions, qui sont conseillers ordinaux, sont bien évidemment formés à la matière juridictionnelle. Quant aux magistrats professionnels, eux, ils approfondissent régulièrement les questions de réglementation applicables à la pharmacie. Tous ces juges se réunissent au sein d'audiences publiques et examinent les affaires qui relèvent de leurs compétences. Ils peuvent prononcer des sanctions qui vont de l'avertissement à l'interdiction définitive d'exercer la profession. C'est finalement un système mixte dans lequel les juges issus de la même profession que le poursuivi siègent aux côtés d'un magistrat professionnel. Ce système mixte présente finalement de nombreux avantages et permet de combiner une compétence juridique et une expérience pratique, dans le respect des règles de procédure qui sont parfois complexes, mais qui garantissent l'impartialité, l'indépendance et l'efficacité de l'action contentieuse. On peut également souligner que le fait que tous les conseillers ordinaux sont des pharmaciens en exercice renforce la connaissance par la juridiction de la réalité de l'exercice pharmaceutique, ce qui n'est pas forcément le cas d'une juridiction de droit commun. Les chambres de discipline permettent ainsi à l'ordre de veiller au respect par les pharmaciens des règles issues du code de déontologie et de toutes les autres règles applicables à la profession. Maintenant, il est peut-être nécessaire de voir comment est déclenchée une affaire disciplinaire. Parce qu'une affaire disciplinaire, c'est avant tout à l'origine une plainte qui est déposée contre un pharmacien ou contre une structure qui est inscrite au tableau de l'ordre. Vous vous souviendrez que sont inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens, mais également des personnes morales qui exercent la profession. Les textes prévoient une liste de personnes qui sont susceptibles de porter plainte. Cette liste a été étendue en 2022. Et pour se résumer, il y a 3 catégories de plaignants qu'on peut retrouver. Une autorité, un autre pharmacien ou un particulier. Parmi les autorités, on peut citer un président de conseil de l'ordre, un ministre, un directeur général d'ARS, le procureur de la République, ou encore, depuis le décret de 2022,
un médecin conseil ou un directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie. Je vous ai également précisé qu'un autre pharmacien pouvait porter plainte, mais il peut s'agir également d'une autre personne morale inscrite au tableau, d'un syndicat ou d'une association de pharmaciens. S'agissant des particuliers, il y a également le particulier, le plus souvent le patient de l'établissement où le pharmacien exerce, mais également une association de défense des droits des patients. On le voit donc, une juridiction particulière avec des règles spécifiques et une multitude de personnes susceptibles d'être à l'origine de la plainte. Après avoir dressé ce bref rappel de l'activité de ce qu'est une juridiction disciplinaire, je vous propose maintenant de dresser un rapide bilan quantitatif avec des grandes tendances chiffrées à partir des éléments recensés par les greffes de ces juridictions, avec notamment, comme je vous le disais, près de 400 décisions rendues en 2024. Vous verrez également que l'ensemble de ces décisions concernent tous les métiers. L'officine, la distribution en gros, la fabrication, la biologie médicale, le monde hospitalier, l'exercice outre-mer, et qu'elles interviennent dans toutes les dimensions de l'exercice, que ce soit au sein de la structure pharmaceutique, au moment de la dispensation d'un médicament ou du rendu d'analyse de biologie médicale par exemple, mais aussi lorsque le pharmacien s'exprime en public ou encore dans le cadre de ses relations avec les confrères ou encore de la relation particulière avec le patient. Donc, s'agissant des grandes tendances chiffrées, Paul, toujours lui, m'a demandé de vous donner que des chiffres. Donc, vous avez des chiffres, mais je ne sais pas s'ils sont très lisibles depuis le fond de la salle. Donc, quelques chiffres que je vais vous énoncer. 348 plaintes ont été déposées devant les conseils régionaux et les conseils centraux en 2024, ce qui représente par rapport à l'année précédente un chiffre relativement stable puisqu'il y avait 312 plaintes l'année d'avant. Ces 348 plaintes ont visé 436 pharmaciens poursuivis. Le nombre de 348 plaintes, si on peut s'y arrêter 30 secondes, demeure néanmoins relativement peu élevé, parce qu'on peut rappeler que près de 75 000 pharmaciens sont inscrits au tableau de l'ordre et que seules 348 plaintes ont été déposées. Comme les années précédentes, en revanche, les particuliers représentent la catégorie de plaignants la plus significative, près de 40% des plaintes. On a relevé également une augmentation conséquente des plaintes formées par les confrères, 152 plaintes en 2024, alors qu'elles n'étaient que 84 en 2023. Alors, comment expliquer ce chiffre en augmentation ? Probablement, comme dans tous les pans de la société aujourd'hui, une judiciarisation croissante des relations au moment de l'exercice. Si l'on s'attache à la répartition par métier, on constate que les titulaires d'officine sont majoritairement concernés par ces plaintes. Il s'agit aussi de la catégorie la plus nombreuse inscrite au tableau de l'ordre. Pour les conseils régionaux de la section A, les titulaires d'officine, eux-mêmes ont enregistré 261 plaintes, soit 75% de l'ensemble. Le nombre total des plaintes enregistrées par les conseils régionaux reste finalement stable par rapport à 2023. S'agissant des autres métiers, le nombre des plaintes en 2024 a augmenté pour certains d'entre eux. C'est le cas pour le conseil central de la section C, section de la distribution en gros, qui a enregistré 3 plaintes. La section D, les pharmaciens adjoints à titre principal, qui a enregistré 39 plaintes. Et ceux de la section E et de la section G, outre-mer et biologistes médicaux, qui ont respectivement enregistré 16 et 21 plaintes. Le conseil central de la section H des pharmaciens exerçant en établissement de santé a quant à lui eu un nombre de plaintes plutôt stable avec 8 plaintes. S'agissant des sanctions cette fois-ci, on rappellera que les sanctions qui peuvent être prononcées par une chambre de discipline vont de l'avertissement à une interdiction définitive d'exercer la profession. En 2024, on a dénombré 14 interdictions définitives d'exercer la profession. Il y a eu 108 interdictions temporaires, 25 blâmes et 28 avertissements. En appel, la Chambre de discipline du Conseil national a enregistré en 2024 près de 90 affaires. On peut également dire un mot des délais de jugement. En première instance, le délai moyen de jugement des plaintes a diminué, passant de 14 à 12 mois. En appel, le délai a également diminué, passant de 20 à 19 mois. Cela est dû bien évidemment à une augmentation du nombre d'audiences qui ont été tenues par les chambres de discipline en 2024. Ces plaintes et ces appels ont donné lieu, donc, comme je vous le disais, à près de 400 décisions qui sont tout à fait nombreuses et tout à fait intéressantes
Et c'est la raison pour laquelle on va tenter, à travers ces 400 décisions, d'en sélectionner quelques-unes pour voir un petit peu dans quelle mesure, déjà, ces décisions concernent bien évidemment tous les métiers, mais un petit peu la nature des contentieux en fonction des métiers, et également toutes les dimensions de l'exercice, comme je vous le disais, de la dispensation du médicament jusqu'à la fabrication ou en passant par la distribution en gros. S'agissant des décisions qui concernent tous les métiers de la pharmacie, on peut déjà s'intéresser à l'officine, donc le contentieux le plus important devant les chambres de discipline. Les chambres de discipline ont eu à connaître des contentieux qui portent notamment sur la dispensation abusive de médicaments et la tenue de l'officine. En la matière, le pharmacien a tenu, vous le savez, de respecter de très nombreuses règles au cours de cette dispensation et il est soumis à de nombreuses obligations qui sont liées notamment à la tenue du registre, à son devoir de conseil dont il a beaucoup été question ce matin, devoir de prévention également, et c'est dans le code de déontologie, la traçabilité, le contrôle de l'ordonnance, la lutte contre la fraude. Finalement, il s'agit de très lourdes et de très nombreuses obligations qui permettent la dispensation en toute sécurité par un professionnel qualifié. Et comme d'autres exercices dans la santé ou pour d'autres professions réglementées, ce socle de très nombreuses obligations constitue également traditionnellement la contrepartie du monopole. Pour commencer ce panorama, il nous est tout d'abord paru intéressant de citer une décision de la Chambre de discipline d'un CROP qui a eu à connaître d'un dossier dans lequel le pharmacien titulaire ne respectait pas les obligations inhérentes à la dispensation. Celui-ci délivrait des quantités massives de médicaments sans lien avec un usage thérapeutique et effectué à partir de prescriptions médicales manifestement falsifiées concernant essentiellement des quantités massives de tramadol, de Zomig, de Stilnox et de l'amaline. Le juge disciplinaire a prononcé ici une interdiction d'exercer la pharmacie définitive. Il s'agit d'une sanction donc très lourde, mais qui était également à la hauteur des faits qu'avait relevés la Chambre de discipline. Toujours concernant l'officine, on peut également s'intéresser aux pharmaciens adjoints et aux décisions rendues par la Chambre de discipline du Conseil central de la section D. En 2024, la Chambre de discipline a eu à connaître de propos tenus par un pharmacien sur... Catherine Dumont, excusez-moi. C'était la slide que vous vouliez voir ou est-ce qu'on les Tout passe, à fait. les slides? Ça, c'est bon, on est là-dessus. Elle vous gêne, Paul? Parfait. Non, Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je me demandais s'il y avait d'autres slides. Mais vous m'avez demandé de ne pas faire de slides et maintenant vous m'en réclamez. C'est ta gueule. Elle est merveilleuse, celle-là. Si vous pouvez la Très garder. Bien. Je peux la garder. Vous validez? Très bien, c'est formidable. Donc, en ce qui concerne les pharmaciens adjoints, la Chambre de discipline du Conseil central de la section D, je vous le disais, a eu à connaître d'un contentieux tout à fait intéressant concernant l'information et les réseaux sociaux. Je me suis en plus évertuée à faire un lien avec l'après-midi, Paul, vous le remarquerez, sur la désinformation en matière de santé. Donc ce pharmacien tenait un discours dangereux pour la santé des patients et prodiguait des conseils qui relevaient du charlatanisme. Il lui était notamment reproché d'avoir vanté sur plusieurs sites internet les bienfaits des compléments alimentaires, en lieu et place des traitements médicamenteux. Il faisait usage de la Croix verte et du caducée et se prévalait de son diplôme de pharmacien et de son inscription au tableau de l'ordre. La Chambre de discipline du Conseil central D a sanctionné ce pharmacien d'une interdiction d'exercer la pharmacie pendant 5 ans en 2024. Le juge disciplinaire a estimé qu'en se prévalant ainsi de son activité de pharmacien sur Internet et sur les réseaux sociaux, l'intéressé avait abusé de la crédulité des personnes qui faisaient appel à lui et avait adopté un comportement contraire à la dignité et à la probité de la profession, qui est une obligation prévue par le Code de déontologie à l'article R 4235-3. La Chambre de discipline a également estimé qu'en faisant la promotion des compléments alimentaires et en mettant en doute l'efficacité des traitements médicamenteux, l'utilité de la vaccination, le pharmacien poursuivi s'était rendu coupable de charlatanisme et n'avait pas prêté son concours aux actions entreprises par les autorités en vue de la préservation de la santé publique, comme l'y oblige son code de déontologie. La Chambre de discipline de première instance a enfin considéré qu'en établissant des diagnostics sans inciter les patients à consulter un médecin, l'intéressé avait porté atteinte à la santé publique et à celle des patients concernés. Une autre illustration également concernant cette fois-ci la biologie médicale.
la Chambre de discipline de la section G a eu à connaître en 2024 de la situation particulière d'un pharmacien biologiste qui falsifiait les résultats de dépistage de la Covid-19. Après appel, la Chambre de discipline du Conseil national l'a sanctionné d'une interdiction d'exercice de 4 ans. L'instruction du dossier avait pu établir que le biologiste médical avait signé des comptes rendus négatifs de résultats de la Covid par test RT-PCR qui correspondaient à des prélèvements non analysés. La Chambre de discipline a jugé qu'en falsifiant ainsi les résultats, l'intéressé avait commis des manquements aux dispositions du Code de la déontologie qui concernent la dignité de la profession, le fait de veiller à ne pas favoriser des pratiques contraires à la préservation de la santé publique, et cela constituait cela ne pouvait respecter l'obligation qu'ont les pharmaciens biologistes d'accomplir des actes avec soin et attention. On peut également s'intéresser à l'exercice hospitalier avec une décision rendue par le Conseil, le Conseil central de la section H qui a interdit un pharmacien pendant une durée d'1 an. Il s'agissait ici d'une plainte formée contre le pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'une clinique de chirurgie esthétique à la suite d'une inspection qui avait révélé que l'unité de stérilisation des dispositifs médicaux attachés à cette pharmacie fonctionnait sans autorisation administrative. La Chambre de discipline a considéré que l'intéressé avait gravement manqué à ses obligations déontologiques. Il avait contribué au fonctionnement de l'unité de stérilisation des dispositifs médicaux et il avait non seulement autorisé ou contribué au fonctionnement de cette unité, malgré l'absence d'autorisation pour cette activité, mais aussi en relevant de nombreuses... Pardonnez-moi, le personnel n'était pas qualifié. Les locaux n'étaient pas conformes, il n'y avait pas de système de traitement de l'air et le pharmacien expliquait que les cycles de stérilisation étaient réalisés en son absence, que sa direction exerçait sur lui un chantage en refusant de lui verser plusieurs mois de salaire, mais la Chambre de discipline a estimé qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à l'exonérer de sa responsabilité disciplinaire. On peut s'intéresser enfin à une décision qui concerne la distribution en gros. Il s'agit cette fois-ci d'une décision du Conseil d'État qui s'est prononcée sur le pourvoi formé par un pharmacien responsable intérimaire d'un grossiste répartiteur. Ce pharmacien a été condamné à une interdiction d'exercer la profession de manière définitive en raison de divers manquements au Code de la santé publique. Il avait notamment été constaté l'absence de remplacement régulier par le pharmacien responsable intérimaire du pharmacien responsable absent, et notamment, il ne s'était jamais formé à cette branche du métier. Il ne s'était jamais déplacé sur le site depuis la signature de contrat, il n'avait jamais rencontré le pharmacien responsable qu'il était chargé de remplacer, et il s'était abstenu de contacter le pharmacien responsable absent durant tout le temps de son exercice. Il n'avait pas rencontré les équipes et il ne connaissait pas la réglementation applicable aux activités de la société. Le pharmacien s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, mais le Conseil d'État a rejeté le moyen en considérant qu'il n'y avait pas eu de moyens sérieux susceptibles de lui permettre de revenir sur cette décision. Enfin, s'agissant de l'outre-mer, on peut citer également une décision de la Chambre de discipline du Conseil central de la section E ayant exercé un pharmacien exerçant en Martinique. Une interdiction d'exercer la profession pendant 6 mois pour divers manquements relevés par l'ARS à l'occasion d'une inspection de l'officine. Il lui était notamment reproché l'ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien et un nombre d'adjoints insuffisant en fonction du chiffre d'affaires. La Chambre de discipline du Conseil central de la section E a également sanctionné en 2024 une pharmacienne titulaire d'officine exerçant en Guadeloupe pendant une durée de 15 jours suite à la délivrance par une préparatrice de l'isopaïne à un enfant souffrant de mal de gorge alors que celui-ci présentait une forte sensibilité allergique. Cette information avait bien été indiquée à la préparatrice. La pharmacienne titulaire a été néanmoins sanctionnée pour avoir manqué à son devoir d'organisation de l'officine. Il lui était reproché d'avoir laissé, lorsqu'elle était absente, un unique pharmacien adjoint pour faire face à une affluence quotidienne très importante sur une grande amplitude horaire.
Voilà pour ce premier tour d'horizon qui concerne tous les métiers de la pharmacie, qui nous permettent de relever que finalement les chambres de discipline sanctionnent plutôt sévèrement les comportements qui engendrent un danger pour la santé publique et pour les patients. Comme on l'a vu, la dispensation massive de médicaments relevant de la législation des stupéfiants à un patient souffrant de dépendance a conduit la chambre de discipline à prononcer une interdiction définitive d'exercer la profession. La chambre de discipline avait notamment relevé que le pharmacien devait opérer bien évidemment un devoir de contrôle, mais également il devait avoir certaines obligations en matière de prévention s'agissant de ce patient souffrant d'une dépendance. On peut également relever que dans les quelques affaires que nous avons sélectionnées, le non-respect des articles du Code de déontologie entraîne une responsabilité personnelle très large. Les arguments des pharmaciens poursuivis, tirés notamment de la réalisation de la stérilisation en dehors des périodes de présence du pharmacien de PUI, alors même qu'il n'était pas informé et que cela était visiblement également de la responsabilité de l'établissement, n'ont pas prospéré. La PUI est sous la responsabilité pharmaceutique du pharmacien et la méconnaissance de l'ensemble des règles pour les activités relevant de la PUI lui incombe. De la même façon, l'exemple de la lysopaïne délivrée par une préparatrice, quand bien même il ne s'agissait pas d'un fait directement opéré par le titulaire d'officine, cela relevait de son organisation et de sa responsabilité. On relèvera également à propos de l'exemple de l'expression de ce pharmacien adjoint sur les réseaux sociaux, condamné par la Chambre de discipline du Conseil central de la section D, que la déontologie s'applique finalement aux pharmaciens dans toutes les dimensions de l'exercice. Cette décision, qui fera probablement écho aux propos du professeur Molimar cet après-midi, à propos de la désinformation en matière de santé, démontre, s'il est besoin, que le professionnel de santé qui respecte la déontologie est un réel rempart contre la désinformation en santé. Et l'on comprend l'importance de la sanction, 5 ans, pour avoir usé de sa profession pour prodiguer des conseils potentiellement dangereux pour la population. On peut examiner désormais quelques décisions sous l'angle, cette fois-ci, des autres dimensions de l'exercice. En effet, quel que soit le métier exercé, le pharmacien se doit de respecter son code de déontologie à chaque moment et dans toutes les dimensions de l'exercice. Vous l'aurez compris, il peut s'agir au sein de la structure pharmaceutique, l'officine, la PUI, le laboratoire, l'établissement de distribution en gros, mais aussi dans le cadre de ses relations avec les autres professionnels de santé ou avec les autorités, les ARS, les caisses d'assurance maladie. Il peut enfin, bien évidemment, s'agir de l'application de la déontologie dans le cadre de ses relations avec les patients, mais plus largement aussi, on le verra, avec toute la population. S'agissant de l'exercice au sein de la structure pharmaceutique, 2 affaires peuvent illustrer les obligations que le pharmacien doit respecter concernant la tenue de l'officine ou le service de garde. On peut citer l'exemple d'une décision de la Chambre de discipline d'un CROP rendue en 2024 qui a donné lieu à l'interdiction d'exercer la profession pendant 1 an. Parmi les manquements retenus par la Chambre de discipline, on peut citer que les tests antigéniques étaient réalisés dans un barnum laissé sans surveillance, que les médicaments stupéfiants n'étaient pas stockés dans une armoire fermée à clé, qu'il n'existait aucun registre de stupéfiants. Aucune balance mensuelle ni annuelle n'était réalisée, ce qui caractérise un manquement évident aux dispositions du Code de la santé publique qui encadre la gestion des médicaments stupéfiants. La bonne tenue de l'officine, on le voit, est bien la première dimension dans laquelle le pharmacien se doit d'être irréprochable et dans laquelle il doit pleinement s'impliquer pour respecter l'ensemble des normes applicables à cette activité, qui, rappelons-le, sont de plus en plus nombreuses avec l'ensemble des missions qui s'y exercent. Dans une autre décision, c'est le respect plus classique du service de garde qui était en cause. Le président d'un CROP avait formé une plainte contre un pharmacien titulaire qui avait refusé d'ouvrir son officine afin de délivrer un médicament antidouleur à un patient atteint d'un mal de dos et qui avait été orienté vers cette pharmacie par le SAMU, alors que le pharmacien était bien de garde. La Chambre de discipline du Conseil a prononcé une interdiction d'exercer pendant 15 jours contre ce pharmacien. La Chambre de discipline du Conseil national qui a confirmé la sanction a considéré que l'intéressé devait, dès lors que son officine était désignée comme étant de garde, répondre à tous les appels qu'il recevait et de faire en sorte de procurer aux patients les médicaments et le secours dont il pourra avoir besoin.
S'agissant, voyons maintenant, des relations avec les autres professionnels. Au cours de son exercice, en effet, les pharmaciens sont en contact avec d'autres professionnels et le sont de plus en plus avec l'essor de l'exercice coordonné et d'une prise en charge de plus en plus globale du patient. À cette occasion, bien évidemment, le code de déontologie du pharmacien s'applique toujours, mais les obligations auxquelles est soumise la profession s'entendent quand même strictement, comme on va le voir dans cette décision qui intéresse le secret professionnel. Une patiente avait en effet formé une plainte contre un pharmacien titulaire pour avoir, à l'occasion d'un échange téléphonique avec un gynécologue ayant prescrit à cette dernière des injections dans le cadre d'une procédure d'aide médicale à la procréation, elle lui avait reproché d'avoir méconnu le secret professionnel en divulguant des éléments sans lien direct avec sa prise en charge médicale. En 2024, la Chambre de discipline du CROP a rejeté la plainte. En effet, il ressortait de l'instruction que cet échange téléphonique entre le praticien et le pharmacien ne pouvait être regardé comme constituant une violation du secret médical ni un manquement à l'obligation de dévouement, dès lors qu'il n'était pas établi par la plaignante que celui-ci avait porté des éléments autres que ceux strictement nécessaires à son parcours médical. La Chambre de discipline a par ailleurs précisé qu'il n'était pas sérieusement contesté ni par l'intéressé ni par le praticien concerné que les informations transmises par le titulaire étaient nécessaires à la coordination et à la continuité des soins de la plaignante, d'autant que cette dernière avait de manière délibérée omis de communiquer à son praticien certaines données médicales absolument indispensables pour l'établissement de la prescription. Le rejet de la plainte est ici intéressant car dans cette affaire, le pharmacien était soumis à plusieurs principes de son code. Le secret professionnel, bien évidemment, mais également le contrôle de l'ordonnance et l'obligation d'apporter un soin global à la patiente. Ici, une balance a été opérée par le professionnel de santé entre les différentes obligations qui sont contenues dans son code de déontologie et la Chambre de discipline confirme que le comportement a été tout à fait adapté à la situation au cas présent. S'agissant des relations avec les autorités, le contentieux disciplinaire porte souvent sur des sanctions au préjudice de l'assurance maladie au moment de la facturation. On relèvera qu'en pareille situation, les affaires disciplinaires peuvent comprendre également un volet pénal et qu'elles sont souvent lourdement sanctionnées. On constate ici que la responsabilité disciplinaire du pharmacien peut également se doubler d'une responsabilité pénale lorsque le manquement à la règle relève également du code pénal. À titre d'illustration, on peut citer ici une interdiction d'exercer la pharmacie de façon définitive prononcée par la Chambre de discipline d'un CROP à propos d'un pharmacien d'officine qui, au cours d'une période comprise entre 2015 et 2016, avait facturé des produits en quantité supérieure aux prescriptions, facturé des médicaments non prescrits et facturé les mêmes produits à 2 reprises pour un préjudice financier estimé à plusieurs centaines de millions d'euros pour l'assurance maladie. Le pharmacien avait été reconnu coupable du délit d'escroquerie au préjudice de 2 CPAM par la juridiction pénale et condamné également par les juridictions pénales à 3 ans d'emprisonnement. La Chambre de discipline a relevé que le mécanisme frauduleux mis en place par le pharmacien, établi par le juge pénal, constituait des manquements, bien évidemment, aux dispositions du Code de déontologie concernant la probité et la dignité de la profession, l'obligation de ne pas compromettre le bon fonctionnement des régimes de protection sociale, le maintien des relations de confiance avec les autorités administratives. Dans une autre affaire, un pharmacien titulaire d'officine avait facturé des quantités considérables de tests antigéniques qui n'avaient jamais été délivrés suite à des commandes obtenues par démarchage auprès des professionnels de santé, pour un préjudice de l'assurance maladie estimé à plusieurs millions d'euros. Ici encore, la Chambre de discipline a prononcé une interdiction définitive pour des manquements aux mêmes dispositions concernant la dignité et la probité de la profession, l'obligation de ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et des régimes de protection sociale et le maintien des relations de confiance avec les autorités administratives. S'agissant quand même des relations avec le public et le patient, c'est important. En 2024, un CROP a eu à connaître de plaintes formées contre un pharmacien qui avait distribué dans les boîtes aux lettres de sa commune une lettre ouverte qui critiquait
ouvertement la politique vaccinale contre la Covid-19. Le juge a estimé qu'en distribuant un tract qui minimisait la portée liée à la Covid et en remettant en cause le bien fondé de la vaccination contre ce virus alors que la situation sanitaire était alarmante à la date des faits reprochés, le pharmacien poursuivi avait favorisé une pratique contraire à la préservation de la santé publique et discrédité la politique de mise en œuvre par les autorités au moment de la crise. Le juge a estimé qu'en lançant un appel pour se faire contaminer afin d'obtenir une vaccination naturelle, l'intéressé avait fait preuve d'une outrance particulière portant atteinte à la dignité de la profession. Le juge a également relevé ici que la liberté d'expression dont le pharmacien se prévalait ne pouvait à elle seule justifier que le professionnel s'exonère de ses obligations déontologiques compte tenu de l'impact que pouvaient avoir ses prises de position en matière de santé publique. Je voulais maintenant aborder, parce que ce panorama disciplinaire ne serait pas complet si je n'abordais pas la question des sections des assurances sociales. Juste un mot sur ce contentieux de la section des assurances sociales. Un petit mot. On va garder un petit peu de temps pour les questions quand même. Ouais. Alors, le contentieux de la section des assurances sociales, c'est un contentieux encore plus particulier. On a vu que le contentieux disciplinaire était un contentieux particulier en tant que tel, mais à l'intérieur du contentieux disciplinaire, il y a aussi le contentieux lié aux sections des assurances sociales, qui est encore plus particulier. Il s'agit de sanctionner ici les abus et fraudes, et cela relève du contentieux technique de la sécurité sociale. Il y a une vingtaine de décisions en 2024, mais je ne vais pas m'y étendre, puisque sinon Paul va encore me faire une remarque. T'as vu ça? Donc j'en arrive à la conclusion. Donc pour clore ce propos, on constate que ce contentieux variait, donc y compris en ce qui concerne le contentieux technique de la sécurité sociale, mais c'est aussi un contentieux qui est complexe et qui appelle de la part des juges disciplinaires une bonne connaissance des règles applicables à tous les métiers, ce qui est particulièrement vrai en appel, car devant la chambre de discipline du Conseil national, n'importe quel conseiller ordinal, quel que soit son métier, est amené à juger d'un contentieux qui ne relève pas forcément de son métier. On relèvera également que ce contentieux nécessite une bonne application des règles de droit et de procédure, qui ne serait pas possible sans la participation des magistrats professionnels et des greffiers. En effet, cette complexité est parfaitement illustrée avec l'introduction de règles de procédure toujours plus nombreuses. Je me permettrai de faire juste un petit mot vraiment très juridique. En effet, ces règles de procédure, mais que finalement tous les pharmaciens qui siègent en chambre de discipline connaissent, on a vu ces dernières années de plus en plus de règles, issues notamment par exemple de la procédure pénale, qui sont venues s'appliquer aux procédures disciplinaires. Récemment, l'introduction du droit au silence, qui était quelque chose que les juridictions disciplinaires ne connaissaient absolument pas, ont dû adapter leurs procédures afin de respecter le droit au silence du pharmacien poursuivi. Des précisions que le Conseil d'État a également apportées sur la personnalisation des sanctions lorsque plusieurs pharmaciens sont poursuivis dans une même affaire, à savoir que même si plusieurs pharmaciens sont concernés par une même sanction, il conviendra à la juridiction d'expliquer pourquoi telle peine a été prononcée contre tel pharmacien. Ou encore l'application très stricte du principe suivant lequel l'appel ne peut pas porter préjudice à l'appelant. Ce sont des règles de procédure que chaque pharmacien qui siège en conseil de discipline connaît quasiment par cœur. N'ayant pas le temps d'approfondir davantage le sujet, je vais vous renvoyer également au rapport annuel dans lequel vous trouverez un compte-rendu détaillé et exhaustif, et y compris sur les décisions rendues par la chambre de discipline, par la section des assurances sociales, Donc ce rapport est en ligne depuis aujourd'hui sur le site internet de l'Ordre, et vous pouvez y accéder également plus simplement en scannant le QR code qui figure sur cette slide. Merci beaucoup, Catherine Dion. Est-ce que vous voulez me rejoindre et puis pour qu'on réponde à quelques questions? Venez me rejoindre. Ah oui, je me posais une petite question.
personnel. En fait, il y avait ce cas d'une personne qui avait développé une unité de stérilisation des dispositifs médicaux sans autorisation et il s'est justifié en disant qu'il avait subi des pressions financières et que c'était, j'imagine, à cause de ces pressions qu'il avait été finalement obligé. Et finalement, il n'en a pas, ça marche, hein, il n'en a pas été tenu compte. Donc ça veut dire qu'il y a une responsabilité du pharmacien. Il aurait dû refuser de toute façon. Même voilà, ces pressions financières ne valaient pas excuse finalement. Tout à fait, vous avez raison, c'est un petit peu, ça rejoint les propos qui ont été tenus ce matin, c'est aussi une question d'indépendance professionnelle. L'indépendance professionnelle peut être un rempart face à cette pression que l'établissement ou la hiérarchie peut opérer sur un pharmacien. C'est un professionnel de santé soumis à un code de déontologie, soumis à un ordre professionnel aussi, et il se doit de refuser en pareille situation de concourir à un fonctionnement sans autorisation d'une activité très réglementée. La stérilisation au sein d'un hôpital, vous imaginez bien que tous les deux on n'est pas pharmacien, mais on est patient, et savoir que la stérilisation fonctionne avec une autorisation, on est plutôt content. C'est ça. Et non seulement il n'y avait pas d'autorisation, mais en plus la manière dont ça fonctionnait, de toute façon, était vraiment respectait pas les règles. Et là, j'ai noté aussi autre chose. On a reproché à un pharmacien un nombre d'adjoints insuffisant relativement au chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien, il y a un lien qu'un décret impose aux pharmaciens. Ça fait partie, c'est pour ça que je tenais à insister dans ce propos, à toutes les multiples, et j'en discutais encore récemment tout à l'heure à la pause, les pharmaciens sont de plus en plus soumis à une réglementation très, très lourde et très importante, parmi lesquels le chiffre d'affaires déclenche un nombre d'adjoints nécessaires. Donc les textes imposent un nombre d'adjoints nécessaires en fonction du chiffre d'affaires. Si au cours d'une inspection, le nombre d'adjoints n'est pas au sein de l'officine, cela peut déclencher une plainte de l'ARS et une condamnation du pharmacien. Une condamnation du pharmacien. Bon, alors, il y a une question qui est assez spécifique, mais d'actualité quand même. Est-ce qu'il y a eu des affaires sanctionnant des manquements à l'indépendance professionnelle, par exemple, évolution de la structure juridique de mon officine qui m'amène à être dépendant d'un tiers? Est-ce que vous avez entendu ce genre de cas? Bien sûr, on en entend parler de ce genre de cas. Je vous invite à me mettre le micro un peu plus près. Voilà. J'ai rien écouté, vous me l'avez dit pourtant. Ah mais tout va bien, on y arrive. Oui, effectivement. Encore plus près. L'évolution, la situation est la suivante. Ouais. Un pharmacien entre dans une structure, tout va bien et au cours de une évolution se produit et on considère que les conditions nouvelles ne lui permettent plus de remplir son exercice en toute indépendance. Alors, je n'ai pas de décision disciplinaire en tête, mais en cherchant bien, j'en ai peut-être une quand même. J'en ai peut-être une quand même. Alors, pardonnez-moi, je ne sais pas si elle date de 2024, on va peut-être un peu dépasser sur le panorama 2024. Il s'agissait d'une affaire pour contrôler l'indépendance. Vous savez que ce sont les ordres qui doivent contrôler cette indépendance. Et pour ce faire, le pharmacien doit communiquer un certain nombre de documents au cours de vie sociale ou à l'origine, au moment où il s'inscrit. Cette obligation de communiquer des documents, elle est très importante. Alors, ce n'est pas une décision qui concernait directement le manque d'indépendance, mais c'est l'obligation de communiquer des documents. Et un conseil régional qui a pu se rendre compte que des documents n'étaient pas communiqués a pu sanctionner le pharmacien pour lequel il s'était rendu compte que des documents liés à l'évolution de la société, justement, n'avaient pas été communiqués. Autre question. Est-ce qu'il existe des mécanismes pour s'assurer que les juges disciplinaires peuvent juger en toute impartialité à quand des déclarations de transparence sur les activités des élus? Des déclarations de transparence. Des déclarations de transparence. Ah, la transparence, c'est toujours. Je ne sais pas si tu veux. Je continue. Madame Volstal, vous voulez répondre? Déclaration d'intérêt, effectivement. Alors, déclaration d'intérêt. Déclaration d'intérêt. Oui. On peut citer 3 éléments. Déjà, comme je vous l'expliquais, en matière disciplinaire, c'est un contentieux donc juridictionnel. Je suis désolée de faire 2 secondes de la technique, mais à ce titre, les juridictions sont impartiales.
Donc on n'a pas besoin de contrôler l'impartialité des décisions, puisque des mécanismes existent déjà dans le code des juridictions administratives. Il y a tout un tas de mécanismes autour du déport, autour du renvoi pour cause de suspicion. Le déport, qu'est-ce que c'est le déport? Le déport, un pharmacien se déporte quand il a connaissance de l'affaire. Donc le rôle de chaque chambre de discipline, c'est une mécanique très très complexe, et on peut souligner à cet égard le travail très important des greffes bien en amont, qui vont communiquer le rôle de chaque audience bien en amont à l'ensemble de la juridiction. Et si un pharmacien a connaissance d'une affaire, ou si même le président de la chambre de discipline estime qu'il a connaissance de l'affaire, il va se déporter. On a aussi un autre dispositif, mais je ne sais pas si on a vraiment le temps de rentrer dans le détail, qui est le renvoi pour cause de suspicion légitime. Et aujourd'hui, l'Ordre des pharmaciens s'est engagé aussi dans une démarche de prévention des conflits d'intérêts. Alors, qui dépose un renvoi pour suspicion légitime? L'un des plaignants, l'une des parties. Voilà, c'est ça, qui estime que... Voilà. Donc, il y a des garanties aujourd'hui dans le code des juridictions administratives qui permettent d'assurer l'impartialité des chambres de discipline. D'accord. Et sans oublier que ces juridictions sont soumises également à des contrôles, au contrôle du Conseil d'État, au contrôle également de certaines autorités qui sont chargées de contrôler l'ensemble des juridictions administratives. Et notamment, l'impartialité fait bien évidemment partie d'un point de contrôle. Alors, vous avez évoqué le délai de traitement des plaintes. Vous avez signalé 12 mois pour avoir un jugement, mais on était à 14 mois l'année dernière, je crois. Donc, oui. En fait, sur ce point, oui. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Le Code de la santé publique s'est calé il y a 2 ans sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le délai de jugement, théoriquement, il doit être de 6 mois. 6 mois, d'accord. Il doit être de 6 mois. Comme beaucoup d'autres juridictions. Après, il faut gérer ce délai de 6 mois avec le volume dont je vous parlais tout à l'heure, le nombre de réunions, le nombre d'audiences. C'est pour ça qu'un effort a été fait pour augmenter le nombre d'audiences, mais pas suffisamment pour absorber également le stock d'affaires en cours et le nombre de plaintes qui est également en augmentation. Oui, et en augmentation, donc là c'était 348 plaintes, et donc on voit effectivement... Une tendance à l'augmentation. Une tendance à l'augmentation, d'accord. Alors justement, on a une question, quel est le délai de traitement d'une plainte déposée par courrier à l'Ordre des pharmaciens? Cela fait 3 mois que j'ai déposé la mienne, mais aucun retour. Là, il y a un petit... Là, ça ne va pas. D'accord. Il faut se manifester. Il faut se manifester, soit auprès du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, auprès du Conseil national. Voilà. Alors, autre question, je suis à votre disposition, vient de dire Catherine Dumont. Comment explique-t-on le pourcentage élevé des plaignants qui sont des présidents du Conseil de l'Ordre? Alors, ce sont les pharmaciens, ce sont les pharmaciens eux-mêmes les premiers qui sont à l'origine des plaintes, pas forcément les présidents de conseil. Donc, ce sont les pharmaciens. Les plus nombreux, ce sont les pharmaciens entre eux qui portent plainte à l'encontre des confrères. Mais voilà, en passant par un CROP. Non, enfin en passant directement. Ah, d'accord. Oui, un pharmacien peut porter plainte contre un autre pharmacien. Bon, écoutez, voilà. On a fait le tour de nos questions, Catherine Dumont. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'on peut avoir de chaleureux remerciements pour Catherine Dumont? Merci infiniment.